Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Interview des auteurs, une série dédiée aux études françaises publiées dans de grandes revues internationales. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Pierre Bouzat pour son étude Efficacy and Safety of Early Administration of Four-Factor Prothrombin Complex Concentrate in Patients with Trauma at Risk of Massive Transfusion. L'étude ProCoag, publiée dans le JAMA en mars 2023. Bonjour, professeur Bouzat. Merci de vous prêter à ce travail de podcast. Donc, je rappelle, votre étude, c'est un essai de supériorité qui compare une stratégie de prise en charge de la polytransfusion chez les patients traumatisés qui présentent un risque de transfusion massive en associant systématiquement des concentrés de complexes prothrombiniques et ce comparé à une stratégie de transfusion, on va dire, un peu plus standard. Mais c'est également une étude sur la sécurité d'une telle stratégie transfusionnelle. Une première question, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel a été votre cheminement pour arriver à cette question scientifique? Merci beaucoup, David. Tout d'abord, merci pour l'invitation à présenter l'étude ProCoag à l'ASFAR et à ces podcasts de l'ASFAR, que je trouve une excellente initiative. Le cheminement de ce projet, en fait, déjà, il faut imaginer que c'est un temps long, en fait. C'est vrai que entre la création, l'idée euh, et la réalisation, puis la publication, il s'est passé 7 ans. C'est un PHRC interrégional, en fait, qu'on a obtenu en 2015. Donc un appel d'offres plutôt régional, qu'on est arrivé à étendre, si vous voulez, sur la forme d'un PHRC quasiment national, grâce au soutien d'un industriel qui est le LFB. Donc on a combiné des financements privés avec des financements publics pour arriver finalement à faire un design quasiment de PHRC national. Ça, c'était la première originalité déjà sur le cheminement de ce travail. C'est un financement pas classique mais qui néanmoins se conçoit, puisque si on veut quand même avoir beaucoup de centres en traumato, il faut quand même souvent faire des dizaines qui sont quand même nationaux. Donc on est parti d'un financement régional qu'on a étendu au national. Le cheminement, tout d'abord, l'idée, c'était à ce moment-là, il y avait quand même pas mal d'inconnus, et il en reste toujours pas mal, sur quelles sont les meilleures stratégies hémostatiques d'un point de vue du médicament et d'un point de vue de la transfusion chez les patients traumatisés qui sont en état de choc hémorragique. Et donc, l'étude ProCoax s'est concentrée sur le PPSB, hein, pour les concentrés de complexes prothrombiniques, qu'on va appeler PPSB, hein, pour le reste de la discussion, ce sera plus simple. Donc, vraiment, l'étude ProCoax s'est concentrée sur l'utilisation empirique, en fait, des PPSB chez les malades à risque de transfusion massive. On est vraiment dans une époque où on cherche la meilleure stratégie. On a souvent des stratégies qui sont parfois aveugles au départ sur des malades très graves. L'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a une place pour une administration comme ça de PPSB précocement chez les malades de transfusion massive et voir si on pouvait changer le devenir de ces patients. Donc, c'était un petit peu l'idée. On aurait pu éventuellement faire d'autres produits de coagulation, mais volontairement, on s'est centré sur le PPSB parce qu'il n'y avait pas d'études en cours ou très peu d'études en cours actuelles. En tout cas, en 2015, il y avait très peu d'études sur le PPSB, comme ça, données de manière empirique. On s'est dit que ça allait être potentiellement novateur, parce que entre le moment où on a une idée et au moment où ça sort, il se passe beaucoup de temps. Donc, il faut, en fait, on fait un pari sur le fait que notre idée va être toujours d'actualité et pertinente 5, 6, 7 ans après. Donc, c'est pour ça qu'on s'était concentré comme ça sur le PPSB. Merci beaucoup pour cette réponse très claire, honnête et qui met en perspective tout l'enjeu de la recherche comme ça pour au niveau international et dans des revues prestigieuses comme le JAMA. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref rappel juste pour les auditeurs et les auditrices de l'intérêt de ce PPSB dans la coagulation de ces patients polytraumatisés? Alors, le premier point, c'est que le PPSB, c'est un produit qui a quand même été à la base mis sur le marché pour réverser l'action des médicaments anti-vitamine K.
Euh, il a une autre indication également dans la réversion des anticoagulants oraux directs à double dose. Justement, donc on voit que il y a quand même essentiellement la littérature et en fait les indications restent quand même la réversion d'anticoagulants. Étant donné que c'est une concentration dans ce produit de quatre facteurs essentiels pour la coagulation, des auteurs ont commencé à dire bah, c'est des patients qui ont des déficits globaux en facteurs de coagulation. Est-ce que l'apport de ces quatre facteurs ciblés permettrait un apport plus précoce, plus concentré en facteurs de coag pour favoriser l'hémostase? Donc ça, c'est le premier point. Il faut, premièrement, reconnaître que ce n'est pas du tout l'indication du PPSB. Et deux, en gros, on avait une incertitude sur l'utilisation du PPSB dans l'état de choc hémorragique post-traumatique. Alors, la littérature initialement sur le BPSB, elle vient énormément en fait de à peu près du même secteur du monde. C'est en gros l'Autriche, l'Allemagne, qui utilisent des concentrés, qui ont une stratégie autour des concentrés de facteurs de coagulation pour traiter des malades hémorragiques post-traumatiques par rapport à une administration, si vous voulez, de produits sanguins labiles classiques. Et donc, guidés souvent par la thromboélastométrie, ils vont donner des concentrés de fibrinogènes ou des concentrés de facteurs type PPSB pour lutter contre des anomalies ciblées de la coagulation. Alors, vous savez que la thromboélastométrie, il y a pas mal de littérature récente qui montre quand même un assez grand degré d'incertitude autour de son utilité. Il y a notamment l'étude iTactic qui a été publiée par nos collègues au Royaume-Uni qui montrent pas d'effet de l'utilisation d'une stratégie guidée par le thromboélastogramme pour l'amélioration du devenir des patients traumatisés sévères. Et donc, puisqu'en fait, il y a une incertitude autour de l'utilisation du VPSB, puisqu'il y a une incertitude autour de l'utilisation de tests point of care vraiment au lit du patient pour faire le diagnostic de déficit de la coagulation, certains se sont dit, mais pourquoi pas? On ferait de l'administration empirique de produits de coagulation et notamment de concentrés de facteurs. Et c'est pour ça que vous avez peut-être vu dans le JAMA en 2023 est sortie l'étude Cryostat 2, par exemple, des UK qui faisaient du fibrinogène à l'aveugle. Et là, on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer de faire une bombe hémostatique chez malades traumatisés en donnant du PPSB de manière systématique à des malades qui sont à risque de transfusion massive. Et de manière assez heureuse, l'année où on a commencé à rédiger le papier ProCoag, il y a des études de registre nord-américaines qui ont comparé des patients qui avaient reçu du PFC seul versus des patients qui avaient reçu du PFC plus des PPSB et qui semblaient trouver un bénéfice à l'administration de PPSB comme ça en plus du PFC, notamment sur la durée de séjour, sur la correction de la coagulopathie post-traumatique, sans pour autant montrer d'événements thromboemboliques. Donc finalement, il y avait vraiment la place là qui s'était confirmée pour se dire bah, est-ce que finalement on a intérêt à faire ces administrations empiriques de concentrés de facteurs, dont le PPSB. Donc c'était vraiment, bah, ça a été un bon concours de circonstances aussi à la fin, hein, où vraiment on voit apparaître ces administrations empiriques et l'étude ProCoag répond à ça. Est-ce que administrer de manière empirique ce médicament peut améliorer le devenir des patients? Ok, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Euh, on voit effectivement que du coup c'est une thématique qui est très actuelle, même si le design avait été réfléchi quelques années avant. Et ça, c'est effectivement tout l'intérêt de bien connaître la littérature et ses patients. Euh, pour rentrer un peu dans cette étude-là, on voit que c'est une étude qui s'intéresse à des traumas centers de rang A, à des patients qui sont particuliers, donc c'est pas tous les patients traumatisés. On a vu que c'était des patients qui étaient à risque de transfusion massive, et donc on imagine bien que pour pouvoir atteindre un effectif suffisant, il y a dû avoir c'est un challenge de pouvoir faire une étude. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour inclure ces patients, avoir le bon nombre de malades? Alors effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Le recrutement des patients, c'est difficile. Déjà, la première chose, c'est de cibler les patients hémorragiques, c'est très difficile en fait.
on voit qu'on est dans la sélection de malades qui sont à risque de faire de la transfusion massive, donc qui sont à risque de saigner activement et de manière importante. Et ça, cette définition, elle est complexe. Alors, pour m'aider en fait, à déterminer quels sont les malades à risque de transfusion massive, on a finalement regardé les différentes études qui étaient sorties et qui avaient essayé de cibler ces patients. Et il se trouve que c'est vraiment l'essai nord-américain qui comparait les ratios transfusionnels, l'étude Proper, qui a le mieux ciblé les patients hémorragiques. Et donc, on a repris leurs critères d'inclusion, qui sont finalement des patients adultes qui arrivent au déchoc avec à l'admission un score ABC supérieur à D, hein, à 2. Donc, le score ABC, grosso modo, c'est un patient qui a une défaillance hémodynamique associée à une source à peu près évidente d'hémorragie. On pouvait bien sûr inclure les patients même s'ils n'avaient pas un score supérieur à ABC supérieur à 2, si le clinicien avait le jugement que ce patient allait risquer d'avoir une transfusion massive. Et un autre critère qui est hyper important lorsqu'on s'intéresse aux patients hémorragiques, c'est que ces malades, il fallait avoir décidé de les transfuser. C'est-à-dire qu'en gros, on a pris des malades à qui on démarrait la transfusion et qui avaient des critères de gravité importante pour essayer justement d'attraper vraiment ces malades les plus graves. Et si on regarde ces critères, ben, même dans un trauma center de niveau 1, il y en a très peu de ces malades. Il y en a à peu près, allez, 2, 3, 4 par mois. Et vraiment, la difficulté, c'est de pouvoir les inclure, quel que soit le moment de la journée, parce que c'est des malades qui arrivent souvent la nuit, des malades qui arrivent souvent le week-end. Et donc, il fallait faire des processus déjà de randomisation extrêmement simples pour ne pas rater les malades. Et ça a été le choix, par exemple, on se dit, bah, alors qu'actuellement, on fait toujours quasiment des randomisations par un CRF électronique, bah là, on est revenu un peu en arrière, on s'est dit, on fait une randomisation par enveloppe pour que ça soit très, très simple pour le clinicien, même en garde, pour inclure un malade. Donc en fait, dans le design, pour essayer comme ça, de capter le maximum de patients et de pas trop en perdre, on avait un design où on avait une infirmière en ouvert qui ouvrait le frigo en fait, où il y avait le PPSB ou le placebo et qui ouvrait l'enveloppe. Alors cette infirmière elle était en ouvert, mais elle n'était pas bien sûr impliquée dans la prise en charge du patient. C'était par exemple une infirmière de réa si le déchoc est séparé de la réa, ou une infirmière du bloc si par exemple des chocs et blocs sont séparés. L'infirmière voyait le produit, le groupe de randomisation, PPSB ou placebo, préparer le produit et administrer le produit au patient, et ça de manière complètement en ouvert, mais toute l'équipe qui prenait en charge le patient, eux, restaient en aveugle. Donc on avait dû déjà, cette première difficulté, c'est le maintien de l'aveugle, quoi. C'était vraiment comment arriver à finalement assurer une inclusion rapide des malades, de ne pas perdre de malades tout en maintenant l'aveugle. Et c'est cette solution qu'on a trouvée. Et ensuite, on avait une deuxième difficulté, c'est que le placebo, bah, c'était du sérum Phi et bah, le placebo, il est tout blanc, il est transparent. Et le PPSB, c'est bleu et ça mousse. Donc, c'était pas évident de maintenir l'aveugle. Et donc, on a fait de l'administration dans des seringues opaques avec des tubulures opaques. Donc, c'était vraiment, voilà, tout ce cheminement, déjà, c'était un peu la grosse difficulté, je dirais, dans le design de maintien d'aveugle, et tout en garantissant de pouvoir inclure ces malades qui étaient souvent, bien sûr, inclus en urgence. L'autre difficulté qu'il y a, c'est que même si on capte ces malades qui saignent, ces malades très graves, euh, ils ne sont pas tous coagulopathiques, ils n'ont pas tous une coagulopathie post-traumatique, et on a du mal à définir ce qu'est la coagulopathie post-traumatique. Donc on a dû prendre une définition. On l'a définie par une définition qui est assez maintenant univoque, qui est un PT ratio, donc un ratio de prothrombine, de temps de prothrombine, qui doit être supérieur à 1,2. Alors, le ratio de prothrombine, hein, c'est proche de l'INR, hein. En gros, l'INR, ça normalise en fait les ratios de prothrombine. Donc là, c'est plutôt le temps de quick en fait, du malade versus le temps de quick du laboratoire référence. Et s'il est supérieur à 1,2, c'était une coagulopathie post-traumatique. Et supérieur à 1,5, c'est une coagulopathie post-traumatique sévère. Donc, on a défini comme ça la coagulopathie post-traumatique, ce qui n'est pas forcément. Voilà, il fallait prendre une décision. Mais on savait d'ores et déjà que même en ayant un seuil à 1,2, on n'allait quand même pas capter la majorité des patients qui allaient avoir Enfin, on n'allait pas capter tous les malades qu'on allait capter n'allaient pas forcément avoir une coagulopathie post-traumatique.
Mais on ne s'est pas quand même trop trompé, hein, parce que si on regarde les patients qui ont été inclus dans l'étude, si on regarde les caractéristiques démographiques, eh ben, on a beaucoup de patients très graves, c'est-à-dire avec un ISS médian qui est à 34 pour le groupe PPSB et 38 dans le groupe placebo, donc des malades très lourdement atteints. Et on avait quand même 65% de PT ratio supérieur à 1,2 dans le groupe 4 facteurs PCC et 68% dans le groupe placebo. Donc on a quand même réussi à choper quand même des malades assez hémorragiques. Et ça, c'était quand même pas mal. Et quand on regarde dans les différentes études, il n'y a pas beaucoup d'études sur le trauma qui ont réussi à capter des malades aussi graves. Donc, l'objectif, en tout cas, est atteint là-dessus, sur les caractéristiques démographiques. On est vraiment arrivé à attraper la population d'intention. Et on est arrivé, je pense, à maintenir l'aveugle, étant donné les résultats derrière, je peux penser que les résultats ont été biaisés si on n'était pas réussi à garder l'aveugle. Ok, merci beaucoup. Encore une réponse qui illustre parfaitement quand on design une étude dans son bureau avec la littérature et après quand on est confronté à la vraie vie, ce doit marier et essayer de faire en sorte de capter les bons malades. Le choix de la population est essentiel et on voit bien dans cette étude-là, comme tu l'as très bien dit, que c'est des patients qui sont extrêmement graves et quitte à montrer un bénéfice, fallait choisir effectivement ces patients-là, commencer par ces patients les plus graves. Et effectivement, vous avez bien réussi, le montrent vos résultats. Comme on parle vraiment de l'étude elle-même, quand on rentre un peu dans le détail, euh, comment s'est fait le choix du critère de jugement principal? Parce que dans une étude comme ça, c'est assez difficile. La mortalité, c'est le truc qui frappe, mais c'est quand même des choses, un critère de jugement dur qui est souvent remis un peu en cause, qui est un peu débattu. Et comment vous êtes arrivé jusqu'à ce critère-là, qui est, je le rappelle, le compte total de produits sanguins administrés sur les 24 premières heures? Alors, le choix du critère de jugement principal, c'est toujours euh, on- une balance entre ce qui va être pertinent, qui va nous permettre aussi d'avoir un nombre de sujets avec un effet, puisque le critère va entraîner forcément une estimation de la taille de l'effet, une taille de l'effet qui va générer le nombre de malades à inclure. Donc aussi, associé à ce choix du critère de jugement principal, une taille de défait raisonnable qui soit cliniquement significatif et qui autorise d'inclure un nombre de malades raisonnable. Et donc, on a choisi la consommation totale de produits sanguins labiles à 24 heures pour essayer de coller au mieux à l'arrêt du saignement. On se dit que si on donne du PPSB, l'idée c'est de vraiment faire une bombe hémostatique et que derrière, le malade va arrêter de saigner plus vite. Et finalement, ce qui reflète le mieux l'arrêt du saignement, c'est la quantité totale de produits sanguins labiles que l'on administre. Alors, on pouvait prendre aussi ce choix-là, on pouvait prendre ce critère de jugement principal-là parce que l'étude était en double aveugle. Il est évident que si on avait eu une levée d'aveugle, enfin un aveugle qui aurait été impossible à maintenir, on n'aurait pas pu prendre ce critère, qui est quand même assez faible, hein. Ce n'est pas un critère dur, en fait. La consommation totale de produits sanguins labés, les critères durs habituels, c'est la mortalité à 24 heures, la mortalité intra-hospitalière ou le devenir neurologique, enfin pour les études de neuro, etc. Donc c'est un critère qui est assez mou, si on veut. Mais du fait qu'on ait quand même un aveugle, un double aveugle, on pouvait se permettre d'avoir ce critère de jugement principal dont on pensait qu'il reflétait l'arrêt du saignement. Après, il se pose la question de la taille de l'effet, c'est-à-dire, ben, on s'est dit, on a regardé en fait dans nos registres, hein, on avait la chance d'avoir à l'époque, en 2015, un registre Trenaut qui marchait bien. On avait collecté les malades d'Annecy et Grenoble, hémorragiques. Et j'avais regardé avec les critères d'inclusion là, qu'on a établis, bah, de combien ils étaient transfusés à peu près. Et j'avais trouvé qu'ils étaient 12 unités à peu près, en culot, PFC, plaquettes, c'était à peu près 12 unités qui étaient transfusées chez ces malades. Et on s'est dit que de réduire de 3 unités, c'était significatif, donc de passer de 12 à 9. Et avec ça, ça nous faisait, avec des puissances et risque alpha usuel, ça faisait 324 patients pour observer cette réduction. Donc on était donc 162 patients par groupe. Avec ça, on était pas mal. Ça faisait quand même un chiffre qui était réaliste sur 12 centres de trauma center de niveau 1 à inclure.
et, euh, et un effet qui était cliniquement significatif. Ça faisait en gros 1 litre de sang en moins, enfin de produit sanguin labile transfusé aux patients en moins. On pouvait juger ça quand même de manière assez pertinente d'un point de vue clinique. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il fallait prendre la mortalité. Alors la mortalité à 24 heures, elle reflète assez bien aussi le saignement. Mais le problème de la mortalité à 24 heures, elle est polluée. Ben, il y a le saignement, mais elle est polluée par tous les TC graves qui vont mourir très vite. Il y a toutes les limitations des thérapeutiques, etc. Pareil pour la mortalité intra-hospitalière. Et de penser que qu'on- le fait de faire quelque chose très précocement, quasiment à l'admission au déchocage, va influencer après une mortalité au-delà de 24 heures, me paraît pas très crédible en fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de ne pas prendre un critère très dur, de prendre un critère plutôt mou. Et par contre aussi de bétonner, certes, un critère de jugement principal qui était celui-là, la consommation de PSL, mais d'avoir des critères de jugement secondaire assez pertinents aussi d'un point de vue de la sécurité, puisqu'en fait, la grosse inconnue autour du BPSB était l'argument thrombose sécuritaire. Et donc, on a vraiment après utilisé aussi en critères de jugement secondaire des critères de sécurité comme le nombre de patients avec une thrombose artérielle ou veineuse, de diagnostics non protocolisés, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des EDV, enfin, des échodoppler veineux par exemple systématiques ou des scans systématiques, c'était sur point d'appel clinique, mais par contre, on demandait vraiment de bien recueillir ces événements indésirables. Donc, entre l'efficacité puis la sécurité d'un côté, ça faisait une étude assez équilibrée pour essayer d'attraper un bon journal, quoi, en quelque sorte. Mais bien sûr, dans les critères de jugement secondaire, on a tous les critères classiques qu'on peut trouver en trauma. Il y avait bien sûr le critère de jugement principal en analyse séparée, c'est-à-dire les culots, les PSL, les plaquettes. Le temps pour obtenir un PT ratio inférieur à 1,5, le temps pour avoir une hémorragie contrôlée, la mortalité à 24 heures, 28 jours, et puis le nombre de jours sans l'AREA, le nombre de jours sans la ventilation mécanique, le nombre de jours en dehors de l'hôpital, et où ils étaient, ces patients, à 28 jours. Donc on avait comme ça, on avait quand même pas mal de critères secondaires qui éventuellement pouvaient trouver un signal. Mais bon, dans ces grosses revues, il ne faut pas se leurrer, les reviewers s'attardent uniquement, quasiment que sur le critère de jugement principal. Et c'est lui vraiment qui fait que le papier va passer ou pas, quoi. Là, on a eu un critère de jugement principal qui était ce qu'il était, mais qui n'était pas trop mal choisi, et surtout avec des critères de sécurité qui ont flashé très fort. Et c'est ça que je pense qui a fait que le papier est passé dans un gros journal comme le JAMA, en fait. Merci beaucoup. Effectivement, vu que tu en parles, quels ont été du coup les résultats principaux de cette étude? Et comment tu peux les expliquer? Quelles sont tes hypothèses? Alors, sur le critère de jugement principal, donc, qui était la consommation totale de produits sanguins labiles, il n'y avait aucune différence entre le groupe qui recevait du 4 facteurs PPSB versus le groupe placebo, hein, donc ils recevaient une administration unique à l'admission, suivant l'heure d'arrivée au déchocage. Et on avait 12 unités de consommation de PSL dans le groupe PPSB contre 11 unités dans le groupe placebo. Donc on voit qu'il n'y a vraiment aucun effet. Lorsqu'on regarde aussi dans les critères d'outcome secondaires, ben, l'analyse séparée, culoglobulaire, PFC et plaquettes, il n'y avait également pas de différence. L'analyse de sensibilité retrouvait les mêmes résultats, c'est-à-dire on a fait l'analyse per protocole comme analyse de sensibilité, c'est-à-dire per protocole, c'est vraiment les malades qui ont reçu dans l'heure le produit complètement. C'est pareil, on avait exactement la même définition et on avait prévu aussi en avance un sous-groupe qui était les patients qui vont vraiment avoir une transfusion massive définie par plus de 10 kilos pendant les 24 premières heures ou au moins 3 kilos la première heure. Et on retrouvait également les mêmes résultats. Donc il n'y avait pas de différence significative sur ce critère de jugement principal entre les deux groupes. En termes d'outcomes secondaires, il n'y avait absolument aucune différence également entre les deux groupes, que ce soit la mortalité à 24 heures, à 28 jours, le temps pour avoir de contrôler l'hémorragie, la durée de séjour à l'hôpital, la durée de séjour en réa. Et ils étaient au même endroit à 28 jours en termes de revenus à la maison, en hospice ou en réa. Et dans les critères de jugement secondaire un peu sympas, on avait des prélèvements biologiques et on a pu faire comme ça l'évolution temporelle du PT ratio au cours du temps avec des dosages toutes les heures entre l'admission et H6 et après un dosage à 12 heures et à 24 heures du PT ratio.
Et dans le groupe le 4 facteurs PCC, on a l'impression, effectivement, on voit une diminution plus rapide du PT ratio, mais à 12 heures et à 24 heures, c'est la même chose en termes de valeur entre le groupe placebo et le groupe 4 facteurs PCC. Donc certes, on booste rapidement la correction du PT ratio, mais finalement, en utilisant les PFC seuls, ben, on arrive au même résultat à 12 heures et à 24 heures. Et par contre, ce qui a flashé très fort dans l'étude, c'est la sécurité. Et il y avait plus de patients avec un événement thromboembolique dans le groupe PPSB, avec 35% des malades qui avaient une complication, au moins une complication thromboembolique, contre 24% des malades qui avaient une complication thromboembolique dans le groupe placebo. Donc un signal fort en défaveur du PPSB qui montrait que lorsqu'on administre du PPSB à l'aveugle, eh bien, on a plus de complications thrombotiques sans bénéfice clinique. Merci, merci beaucoup. Euh, une dernière question. Selon toi, quel impact a une telle étude pour notre pratique professionnelle à nous sur le terrain avec ces patients? Alors, l'impact, il ne doit pas dépasser le cadre de l'étude, entre guillemets. C'est-à-dire que, un, quelle est la population qu'on a étudiée? Les patients à risque de transfusion massive. Deux, quelle est l'action que l'on a faite? L'intervention, c'est une administration aveugle de PPSB à la dose de 25 unités kilo dans le groupe 4 facteurs PCC. Donc, ça veut dire que chez des malades dont on pense qu'ils vont avoir une transfusion massive, donner de manière aveugle du PPSB génère aucun bénéfice clinique, mais plus de complications. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indication d'administration empirique du PPSB chez des patients à risque de transfusion massive, que ce soit en préhospitalier, que ce soit en intra-hospitalier d'ailleurs. Est-ce que ça doit remettre en cause la place comme ça du PPSB dans les malades en état de choc hémorragique où on dépisterait un déficit profond en facteur de coagulation? L'étude, clairement, elle n'est pas designée pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas regardé chez des malades spécifiques qui avaient, par exemple, un temps de génération de thrombine complètement effondré. Est-ce que le PPSB pouvait améliorer la situation? On n'est pas du tout dans cette population. Donc il y a toujours quand même de l'incertitude autour du PPSB, par exemple, guidé sur des paramètres thromboélastrométriques. Mais il y a néanmoins un signal qui est intéressant dans les résultats, et ça peut être une ouverture. On a regardé, alors dans les grands journaux comme ça, on a le droit à très peu d'analyses post-hoc. C'est-à-dire post-hoc, c'est des analyses qui sont non prévues dans le plan d'analyse stat. Mais le résultat était tellement intéressant chez cette population qu'on a décidé de rajouter l'analyse. On a regardé si les patients qui avaient un PT ratio supérieur à 1,2 qui recevaient comme ça du PPSB avaient aussi plus de chances de thromboser que les malades qui recevaient du placebo. En se disant, ben, ceux qui ont un PT ratio les plus élevés, c'est probablement ceux-là qui vont avoir besoin de facteurs de coag. Ben, il se trouve que ceux-là thrombosent plus aussi. Donc, imaginons même qu'on a un test qui nous permette de dépister des patients qui ont une diminution plus importante des facteurs de coagulation. Ben, même dans cette population-là, quand on administre du PPSB, on a une augmentation des complications thrombotiques. Donc, quand même, l'étude ProCoag, au final, elle met quand même un sacré coup d'arrêt à l'utilisation du PPSB, j'ai envie de dire, quel que soit le contexte, c'est-à-dire aveugle ou éventuellement guidé par d'autres méthodes de diagnostic au lit du patient. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et on a fait une étude ancillaire qu'on a publiée ensuite en 2024 là, dans Critical Care, où on a uniquement, avec des dosages biologiques réalisés à Grenoble, on a regardé le temps de génération de thrombine des patients. Et en fait, le temps de génération de thrombine des patients, traumatisés graves qui saignent, il n'est absolument pas effondré à l'admission au déchocage. Et lorsqu'on donne en fait du PPSB, on va booster de manière supraphysiologique la génération de thrombine. Et c'est probablement ça qui génère les effets indésirables thrombotiques. En fait, on vise quelque chose là, c'est-à-dire un déficit de facteurs de coag qui en fait n'est pas une réalité. Probablement qu'on a toujours suffisamment de facteurs de coag pour arriver à faire quand même de la génération de thrombine et une coagulation à peu près correcte chez ces malades. Et le fait de donner du PPSB va juste booster de manière supraphysiologique et générer plus d'effets indésirables. Voilà, donc ça reste quand même un message qui, à mon avis, est pertinent. Il se met en plus en perspective avec l'étude que je vous ai dit, Cryostat 2, qui est parue quelques mois après dans le JAMA aussi, où là, c'était du concentré de fibrinogène sous forme cryoprécipité qui a été administré aux patients à risque de transfusion, avec activation de protocole de transfusion massive, et qui ne trouvait pas de bénéfice non plus à ces patients. Donc,
Vraiment, on n'est pas comme dans le sepsis et les antibiotiques. Quand on a un sepsis, on va donner les antibiotiques très vite à l'aveugle de manière empirique pour juguler les choses. Ben, si on fait la même chose dans le trauma, c'est-à-dire on donne énormément de facteurs de coag d'emblée chez les malades à risque, ben, en fait, on va générer plus de complications thrombotiques que de bénéfices pour le patient. Donc le message il est quand même extrêmement important d'un point de vue clinique. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces réponses qui étaient à la fois complètes et très pédagogiques. Merci pour ce message clair et cette très belle étude que je vous invite à lire donc dans le JAMA en mars 2023, l'étude ProCoag. Et donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast AirPod, qui est un podcast pardon, d'anesthésie-réanimation et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci encore, Pierre. Merci beaucoup pour l'invitation.